Bonjour Carletu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur national au Canada de Kenewa, l'association catholique d'aide à l'Orient. Alors ensemble, on va parler du Liban. Le 4 août dernier, peu après 18 heures, dans le port de Beyrouth, une explosion immense a ravagé des quartiers entiers de la capitale. Plus de 170 personnes ont perdu la vie, des milliers de blessés, des personnes ont perdu évidemment leurs habitations. Vous avez des partenaires sur place. Que vous disent-ils aujourd'hui? Quelle est la situation sur place à Beyrouth? À quoi ressemble la ville? Ouais, ben, la ville, comme on le voit dans toutes les images qui nous ont été rapportées par les médias, c'est la dévastation totale. Une explosion de cette magnitude est tout simplement impensable. Il y a seulement une semaine passée, jamais qu'on aurait pensé qu'il y aurait eu ce genre d'explosion dans une si belle ville qu'est Beyrouth, qui a vécu tant de drames dans son histoire. S'ajoute ce nouveau drame qui affecte 300 000 personnes directement, affecte au-dessus d'1 million de personnes à Beyrouth directement, qui affecte 4,5 millions de la population également, plus le 1,5 million de réfugiés syriens, irakiens, palestiniens qui sont au Liban. Alors, tout le Liban a été affecté par ça. Ce qui est important de savoir, c'est que pour nous, la Kenewa, l'Association catholique d'aide à l'Orient, nous avons un bureau au Liban, un bureau de 11 personnes qui sont tous libanais, qui eux aussi ont été affligés par cette déflagration qui a eu lieu le 4. Ils venaient tout juste de quitter le bureau et comme on l'a vu dans toutes les images, les fenêtres, les ordinateurs, les bureaux, tout a revolé. Et ils ont été très chanceux de s'en sortir comme ça. Et notre bureau, bien évidemment, ça a permis aux gens de s'en sortir, d'être capables en santé et prêts à l'action. Et ils se sont mis immédiatement à travailler avec l'Église locale et tous nos partenaires, les communautés religieuses, les dispensaires, les hôpitaux, à faire une évaluation immédiate des dégâts des institutions chrétiennes qui donnent un service déjà très précieux à toute la population libanaise de Beyrouth et du pays en entier. Alors, c'est sûr que la première étape, la première semaine, les premiers jours, ce sont des journées où il faut vraiment faire de l'analyse, des évaluations avant de pouvoir donner le service approprié. Alors, c'était un moment de crise difficile pour nos 11 permanents qui, eux aussi, ont vécu des tragédies personnelles, qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont également vu les proches être affectés comme ça. Alors, mais ils remontent leurs manches et travaillent vraiment en collaboration avec toutes les autres organisations chrétiennes caritatives, les églises comme l'église maronite, melkite, syriaque, arménienne, grecque orthodoxe, qui sont tous impliqués à répondre à cet appel de cette crise incroyable. Vous venez d'expliquer que justement les premiers jours qui suivent la catastrophe sont réservés à l'analyse un petit peu de la situation. Alors aujourd'hui, justement, près de 10 jours après l'explosion, quelles sont les priorités, quels sont les besoins les primaires auxquels il faut répondre de toute urgence? Ouais, c'est sûr que au début, il y avait environ 300 000 personnes qui avaient plus de logement. Bon, les premières analyses nous disent que 50 000 personnes ont pu aller se réfugier. C'est de la famille, des amis et des centres d'hébergement. Mais il y a encore 250 000 personnes qui n'ont pas de logis. Alors ça, c'est clair que ça devient une priorité. Mais c'est bien évident, tu sais, au Liban, les gens n'ont pas des bungalows, là, c'est tous des genres condos, là, c'est tout entassé les uns sur les autres, dans le flanc de la montagne, sur le côté de la côte côtière. Alors, c'est très difficile à réorganiser tout ça. Alors, la première tâche, évidemment, c'est analyser, continuer nos analyses sur le sol par rapport au logement. Très important. Les gens vont dormir combien de temps à la belle étoile? C'est l'été. Les choses sont peut-être un peu mieux, mais quand même, c'est difficile. L'autre aspect, c'est évidemment les gens, du jour au lendemain, ont tout perdu. Alors, des milliers de gens ne peuvent pas retourner dans leur logement endommagé. C'est interdit. Alors, ils n'ont plus accès à la nourriture, ils n'ont pas accès à leurs médicaments. Alors, comme partout ailleurs, il y a des gens qui ont des problèmes de santé sérieux, ils ont besoin d'avoir accès à l'insuline, par exemple,
médicaments, les produits hygiène, que ce soit la pâte à dents, le savon, les shampoings. Les gens ont tout perdu tout ça. Avoir accès à la nourriture, si les frigidaires ont volé au vent avec le souffle de l'explosion, c'est clair qu'ils ont besoin de nourriture. Il n'y a plus d'électricité dans la plupart des quartiers de Beyrouth. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs quartiers qui n'ont pas d'électricité. Alors, toute la nourriture qui était dans les frigidaires, les congélateurs a été perdue. Alors, le niveau de la nourriture, ça, c'est évidemment, je dirais, une première initiative avec les organisations locales qu'on a mis en place. Dès cette semaine, on a commencé à distribuer. C'est pas juste distribuer, hein, il faut acquérir la nourriture, il faut la mettre dans des boîtes, il faut trouver le nombre de familles qui ont un grand besoin. Alors, c'est pas juste dire, bon, ben voilà, on a 1 000 $, on le donne. C'est complexe organiser une réponse. Mais on a identifié déjà avec notre réseau 5 000 familles qui ont besoin d'aide immédiate au niveau nourriture. Alors, là, c'est de préparer toutes ces boîtes de nourriture avec de l'huile, du riz, de la farine, etc., pour pouvoir au moins maintenir quelque chose pendant quelques semaines. Alors, c'est vraiment la première tâche qu'on fait, c'est celle-là. Il y a aussi toutes les autres personnes qui ont besoin d'attention médicale. C'est sûr, il y a celles qui ont été touchées par les au-delà de 5 000, 6 000 blessés causés par la déflagration, mais avant même que ça avait lieu dans les 3-4 hôpitaux chrétiens de Beyrouth, il y avait plusieurs gens qui se faisaient traiter. Il y avait même des gens qui ont été opérés. Il y a des gens qui récupéraient de grandes opérations. Mais tous ces gens-là ont été déplacés. Tous ces gens-là, leur vie est en jeu. Alors, il y a tout ce côté, évidemment, médical qu'il faut aussi vérifier. Alors, il y a une attention particulière qui est faite à s'assurer que ces gens-là sont bien traités et également commencer à regarder comment on peut rendre certains hôpitaux fonctionnels une fois encore. Et ça veut dire aller chercher des fonds importants un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, pour pouvoir répondre à ces demandes. Justement, j'aimerais bien revenir un petit peu sur cet aspect médical que vous abordiez. Les infrastructures ont été complètement détruites par les explosions. Les 3 principaux hôpitaux de la ville ont été détruits également. Dans ce contexte-là, comment est-ce que s'organisent très concrètement les secours? C'est bien évident que c'est des rencontres avec les gens des hôpitaux, les responsables, les différents organismes qui déjà aidaient ces hôpitaux. Hein. C'est pas comme si on commence à nouveau tout ce qu'il y a. Il y a déjà tout un réseau sur place d'entraide qui existe. La plupart de ces hôpitaux-là reçoivent de l'aide privée. C'est pas comme au Canada où tout est gouvernementalisé, où est-ce qu'il y a un service social où tout le monde a accès à l'aide santé gratuitement. C'est le contraire là, au Liban. Au Liban, c'est privé, c'est rare et le public paye presque rien. Alors, nous, on a déjà des programmes en place avec différentes communautés pour aider les personnes libanaises qui peuvent pas payer des opérations aussi simples ou des traitements simples. Alors, vous imaginez dans le contexte actuel. Alors, on a déjà des programmes en place. Alors, c'est d'évaluer tout ça et de regarder la nouvelle programmation qui s'en vient avec toute la différenciation. Puis évidemment, comme s'il n'y a pas d'électricité, c'est de trouver des générateurs. Ça prend des générateurs en partant juste pour que l'hôpital soit fonctionnel, pour que les frigidaires fonctionnent, qu'il y ait un peu d'air conditionné pour les salles d'opération. Alors, ça, le générateur, c'est déjà une priorité primordiale. Ensuite, les équipements, la médecine et tout. Alors, tous les gens s'apprêtent à faire l'évaluation et s'assurer à ce que tout ça soit fonctionnel le plus rapidement possible. Alors, et puis, il y a des endroits, c'est les structures même de l'établissement. Si c'est plus utilisable, il faut penser à avoir un transfert de tout ce qui est récupérable et mettre ça dans d'autres endroits. Alors, c'est un travail d'arrache-pied de tous les gens qui sont impliqués. Et nous, notre organisme, on est là pour accompagner. Et aussitôt qu'on a les résultats de tout ça, on se met à l'œuvre pour aller chercher les fonds pour pouvoir acquérir les matériaux nécessaires ou la médecine nécessaire. Ces explosions, Carletu, sont arrivées dans un contexte très particulier, c'est celui de la crise sanitaire du coronavirus. Le Liban déjà avait de la peine à faire face à cette pandémie. Est-ce que ce virus a un impact, on imagine évidemment particulier, sur la prise en charge et sur l'hospitalisation de tous ces blessés après l'explosion? J'imagine que les choses deviennent encore plus dramatiques. Oui, et puis vous savez, comme je viens d'en parler, le système médical
libanais et un peu de dysfonctionnement du gouvernement libanais fait en sorte que la crise du coronavirus n'a pas été gérée aussi facilement et aussi judicieusement qu'on aurait voulu. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est un peu un chaos au niveau de traités et évidemment la prévention liée à cette crise du coronavirus. Alors déjà, il y avait une augmentation des cas un peu partout. Si vous allez à Beyrouth, je pense qu'on a beaucoup de photos là, qui le démontrent. C'est une ville où tout le monde est collé l'un sur l'autre. C'est tous des petits condos qui utilisent tous les mêmes ascenseurs, tous les mêmes escaliers, toutes les mêmes petites ruelles, tous les petits marchés. Alors, c'est très, très compacté un à l'autre. Alors, la distanciation sociale, elle se fait difficilement. Pas tout le monde peut se procurer des masques, pas tout le monde peut se procurer du savon et de l'eau. L'eau est aussi une denrée rare à Beyrouth. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce bout-là. Alors, cette crise n'a fait qu'accentuer la problématique coronavirus et tous s'entendent au niveau de la santé publique du Liban qui va avoir, d'ici quelques semaines, quelques mois, il va avoir vraiment une augmentation dramatique des cas de coronavirus au Liban. Ça, c'est clair dans tous les segments de la population. Mais ils ne sont pas équipés présentement à faire face à ça. Là, maintenant, on est en mode survie. Alors, il y a des sacrifices qui sont faits malgré tous les efforts pour prévenir que ce virus se répande. On a parlé de cette crise de coronavirus, de cette explosion, mais il faut rappeler que le Liban était déjà dans une profonde crise économique, politique, sociale. Rien ne va plus, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que le Liban n'a jamais connu une situation aussi dramatique? Est-ce que c'est la première fois qu'il tombe aussi bas ou pas? Non, je pense pas. Malheureusement, ce qu'on appelle le Liban, hein, ce pays qui date des années 30, est quand même une région qui a toujours été très litigieuse parce que toutes les autres nations du monde, que ce soit de l'Europe, de l'Extrême-Orient ou du Nord, de l'Ouest, ont toujours prisé ce territoire datant même de 1200 ans avant Jésus-Christ où les Phéniciens détenaient cet endroit de grands marchands, de grandes personnes, d'entrepreneurs. Ce sens d'entrepreneuriat, ce sens de marchandage n'a jamais changé pour ce lieu libanais. Et évidemment, avec la montée du christianisme dès le IIIe siècle, ça a donné toute une autre dynamique à ce pays qui a vécu, et ces gens qui ont vécu les soubresauts des guerres, des grandes guerres, les grandes conquêtes de tout le territoire, que ce soit les grandes montées islam du 8e, 9e siècle qui sont venus prendre possession du territoire, que ce soit les guerres napoléoniennes, que ce soit, alors tu sais, l'Empire ottoman également pendant 400 ans. Alors ça, ils ont tous vécu, mais aussi ils ont tous survécu et la chrétienté est devenue très forte jusqu'au 19e siècle où les chrétiens ont subi les contre-coups et beaucoup d'assassinats en règle contre les chrétiens et ce qui a forcé la France à intervenir et à protéger les chrétiens. C'est pour ça que dès le 19e siècle, il y a eu beaucoup de travail fait de la France pour protéger les chrétiens. Dès la tombée de l'Empire ottoman en 1917-18, des négociations ont fait que la France est devenue un protecteur de ce qu'on appelle le Liban et des chrétiens. Et encore aujourd'hui, on l'a vu, qui est le premier qui est venu visiter le Liban après l'explosion. C'était le président Macron de la France qui est venu donner son support, son appui au peuple. Alors, c'est sûr qu'à partir de là, le Liban a toujours été composé dans l'histoire d'une variété de groupes, de religions, d'ethnicités. Et ils ont toujours réussi à un moment donné ou à un autre à s'entendre, malgré les hauts et les bas, malgré les interférences extérieures. Mais si on le regarde, la composition, il y a des Druzes, hein, le groupe religieux des Druzes, il y a les chiites musulmans, les sunnites musulmans, il y a les chrétiens. Et tous ces groupes ne sont pas nécessairement tous unis, ils ont aussi différentes factions. Mais ces groupes-là se sont toujours entendus à un partage de pouvoir. Et ce qui amène évidemment à la guerre civile de 1975 à 1990, où ce partage de pouvoir-là avait brisé totalement. Alors c'est sûr qu'en 1990, tous ces groupes-là se sont réentendus à un partage de pouvoir qui, 30 ans plus tard, existe toujours. Mais comme vous le savez,
quand vous avez 30 ans avec le même système, le même monde, le même groupe qui contrôle tout, ben c'est normal qu'il y a de la corruption. C'est pas juste un problème libanais, c'est un problème partout dans toutes les nations sur la planète. Quand un groupe de gens sont au pouvoir trop longtemps, ben c'est sûr qu'on est détaché de la réalité sur le terrain. Alors, ce qui arrive au Liban aujourd'hui, c'est un passage, je crois, moi, profondément de régime sectaire où tout groupe a son bout du butin à maintenant une vraie nation libanaise où les peuples de toutes les différentes confessions religieuses disent on est tanné du sectarisme dans lequel on vit, qui était peut-être nécessaire dans le passé pour survivre, mais maintenant on veut devenir vraiment une nation libanaise à part entière. On est chiite libanais, on est druze libanais, on est chrétien libanais, on est chiite libanais. Alors, ce n'est plus juste d'être un chrétien pour être un chrétien et d'appartenir à cette tribu, à ce clan, à cette religion, mais c'est d'appartenir au peuple libanais. Pour ça, ça va prendre une démocratie qui va être fondée sur des principes comme ceux-là. Alors, c'est là, moi, je crois, qu'on voit présentement les grands conflits, ces conflits d'une évolution qui n'a pas le choix d'avoir lieu vers une vraie démocratie libanaise qui pourrait amener le pays à être un bel exemple de tolérance, de coopération, collaboration entre les différents groupes, un bel exemple pour le reste du Moyen-Orient pour développer une paix durable. Mais pour ça, il va falloir que les nations du monde arrêtent de jouer des jeux de la division et investissent dans la paix. Et investir dans la paix au Moyen-Orient, des grandes nations du monde, on n'a pas vu ça encore. Alors, le Liban est je crois, moi, un droit chemin vers cette paix stable qui peut faire toute la différence. Nous ne sommes pas seulement au Liban, mais partout au Moyen-Orient. Pierre Létu, j'ai vu des images surprenantes ces derniers jours à la télévision, des habitants de Beyrouth qui étaient en train de déblayer eux-mêmes les décombres juste après l'explosion. Ils disaient que le gouvernement lui-même n'était pas en mesure d'effectuer cette tâche-là. Est-ce que c'est des images anecdotiques ou est-ce que, selon vous, c'est une représentation concrète de la réalité quotidienne au Liban? Écoutez, le Liban, c'est un petit pays, encore une fois, hein, c'est le troisième pays le plus endetté dans le monde. Vous comprenez? Le système bancaire est tombé au cours de la dernière année. La monnaie libanaise ne vaut plus rien. Le gouvernement est devenu inefficace. Hein? Moi, je suis allé à Beyrouth autour des années 2013 à 2015, 2016. C'était dans le cœur d'une crise des ordures. Alors, ça paraît anodin, mais si on est à Toronto, à Montréal, à Vancouver, puis qu'il y a une grève de ceux qui ramassent les ordures, ça s'empile. Alors, pendant 1 an à 2 ans, il y a eu une empilation d'ordures partout à Beyrouth, partout au Liban. Personne ne s'entendait pour avoir des formules gagnantes pour chacun. Pourquoi? Parce que le régime sectaire fait en sorte qu'il y a tant de groupes qui s'occupent de ramasser des ordures à Beyrouth. Puis ils n'étaient pas capables de s'entendre parce que si on faisait une chose, l'autre perdait une autre. Alors, ça leur a pris 2 ans de négociations intenses pour régler cette affaire-là. Puis ça n'a pas été réglé. Savez-vous où vont les ordures du Liban? Ils vont directement dans la mer Méditerranée. Alors, c'est pas une solution, ça. Ça, c'est une démonstration, exemple pratique, comme quoi que le pays n'a pas la capacité de s'autogérer de façon appropriée. C'est la même chose avec ramasser toutes les débris de ce qui vient d'arriver. Le gouvernement est totalement dépassé. Ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas les employés pour faire ça. Alors, il faut que les gens puissent se prendre en main, comme ils le font si bien au cours des décennies. Le ménage qui a été fait après la guerre civile de 75-90 a été fait par le peuple. C'est le peuple qui a fait la réconciliation. C'est eux qui ont reconstruit. C'est eux qui ont refait tout ça. C'est la même chose qui se produit présentement. Et nous, à Kenewa, notre tâche, c'est d'accompagner les Libanais là-dedans. C'est d'accompagner l'Église catholique et l'Église maronite, melkite, grecque-orthodoxe et tous les autres à participer à cette construction d'une société respectueuse, une société qui va travailler à ce que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Mais il faut que tout le monde se lève les manches. Alors, ça fait partie de ça. C'est une démonstration très claire de la problématique libanaise, mais aussi de la force libanaise. Parce que la force libanaise provient des gens eux-mêmes. Et là, on le voit, ils ne font pas juste manifester, ils font aussi un grand nettoyage. Ils se prennent en main, ils sont responsables et ils veulent vivre dans la dignité.
Alors non seulement ils se prennent en main, mais ils demandent des comptes aussi au gouvernement, aux responsables politiques. Dans la rue, en manifestant, ils ont demandé la démission du gouvernement. Le gouvernement a démissionné. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part du gouvernement et des politiques, ou est-ce que, au contraire, ça veut dire qu'ils ont entendu le message qui essayait d'être transmis de la part des manifestants? Comment est-ce que vous analysez ça? C'est difficile à dire. Vous savez, le gouvernement en place venait juste d'être nommé, d'être élu. Alors, c'est pas vraiment eux comme tels qui ont créé la problématique. Eux, peut-être leur manque d'action vis-à-vis des produits chimiques qui étaient entreposés dans le port. Apparemment, ces gens-là avaient été mis au courant il n'y a pas longtemps. Mais ils ne font que refléter, encore une fois, les grandes faiblesses de ce gouvernement qui a perdu la capacité de servir son peuple. Alors, c'était un gouvernement qui était déjà affaibli. Alors, qui démissionne présentement, ben, c'est sûr que c'est pour calmer le jeu, mais réorganiser une démocratie, ça ne se fait pas en un mois. On parle ici de plusieurs années. Il y a des blessures profondes qui ont lieu présentement entre les différentes personnes, entre les différents groupes. Le Hezbollah, qui détient en termes d'action militaire, est presque plus puissant que l'État libanais, ben, c'est pas normal. Alors, il faut absolument une refondation du système politique et c'est là, je crois, que, comme le président Macron le disait, ça prend peut-être une intervention internationale pour aider le Liban. Il faut que les Libanais puissent eux-mêmes réorganiser leur pouvoir politique, réorganiser l'économie, et ça se fait avec l'aide internationale. C'est peut-être un comité spécial des Nations Unies, peut-être un comité spécial qui pourrait être formé, mais c'est clair que peu importe la solution, le statu quo est maintenant impossible. Et ce statu quo dure depuis 30 ans. Un côté positif d'ailleurs, pareil, c'est que pendant 30 ans, cette division des pouvoirs au Liban a permis le Liban de vivre dans la paix. Il n'y a pas grand autre pays au Moyen-Orient qui a pu vivre dans la paix comme ils l'ont vécu malgré toutes les crises économiques et sociales qu'ils ont vécues et maintenant politiques. Alors, les Libanais sont capables de grandes choses, mais il faut leur donner les moyens de le faire. Il ne faut pas intervenir juste pour créer la division. Et puis, on le sait maintenant, les intérêts de l'Iran, de la Russie, des États-Unis, de l'Europe sont divergents. Alors, il faut que ces gens-là puissent être capables de travailler ensemble. Et on l'a vu là, avec la crise de la Syrie, qui est devenue une guerre de proxy, où les grandes nations de ce monde se battent sur le territoire syrien. Il ne faut pas que ça arrive au Liban. Ça va être... Le Liban a encore 1,5 million de réfugiés. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça l'a déjà acerbé, ça l'a déjà réduit l'économie libanaise en miettes. La communauté internationale n'a jamais répondu à l'appel du gouvernement du Liban pour répondre de façon appropriée à la crise des Syriens sur son territoire. Alors, c'est bien évident qu'à un moment donné, il faut que ça casse quelque part. Alors, c'est là qu'on en est rendu. En vous écoutant un petit peu plus tôt, Carletu, vous parliez notamment du partage du pouvoir au Liban, de cette dimension intercommunautaire. Ça me fait penser à une phrase de Jean-Paul II qui, en 1999, disait le Liban n'est pas seulement un pays, c'est aussi un message. Qu'est-ce qu'il voulait dire précisément à ce moment-là? Ouais, c'est comme je disais tantôt, hein, le message, c'est qu'au Moyen-Orient, on a ici une composition ethnique et religieuse unique. Beaucoup de pays sont majoritairement soit de confession musulmane sunnite ou chiite. C'est rare qu'on ait une composition où à peu près 25% sont chiites, 25% sont sunnites, 40% chrétiens, le reste druzes et d'autres petites communautés. Alors, c'est vraiment une multi-ethnie, multi-religion unique pour tout le Moyen-Orient. Que le pays puisse vivre en paix et puisse collaborer, puisse s'entendre, ça en est presque un miracle. Et c'est là que ça devient un message d'unité, un message de collaboration, un message pour tout le reste du Moyen-Orient, mais aussi dans le monde, que c'est pas vrai que les religions causent les guerres. Bien au contraire, je peux vous dire que le leader maronite, le patriarche Ré, organise à chaque année une rencontre de tous les chefs religieux, musulmans et chrétiens, druzes
et ils ont une rencontre pour dialoguer, parler de paix et maintenir la paix au Liban. Si ça ne serait pas d'eux, il y aurait peut-être eu une guerre au Liban. Alors, la religion peut jouer aussi, il y a un rôle très important et elle le fait au Liban également. Alors, c'est sûr que présentement, ce message est diminué, dilué, est affecté grandement et c'est là que ça pourrait devenir un cauchemar si la communauté internationale n'appuie pas, ne travaille pas avec les Libanais. Et c'est pourquoi nous, notre association avec l'Église catholique, on a un mandat, nous, de l'Église catholique du Vatican, de travailler sur le terrain avec ces mêmes Églises catholiques qui travaillent pour la paix, qui travaillent pour rejoindre tous les Libanais, pas seulement les chrétiens, mais les musulmans de toute confession. Et c'est ça le message universel que tout être humain a le droit de vivre dans la dignité, peu importe sa religion, peu importe son ethnie, peu importe sa culture, peu importe son histoire. Le Liban représente ça et le fait. Alors tout ça, on dirait, est en train de tomber. Et moi, je crois que ça ne tombe pas nécessairement à cause des Libanais, mais je crois que la communauté internationale a laissé tomber le Liban. Nous, on le voit sur le terrain, avec notre bureau, avec tous ceux qu'on partenaire. On le voit, la crise syrienne a démontré, hors de tout doute, qu'au lieu d'aider le Liban, on a laissé le Liban. Mais les mêmes leaders qui sont allés voir le pape François pour parler de paix au Moyen-Orient n'ont pas hésité à vendre des millions et des millions d'armements pour armer la révolution en Syrie qui a créé à la création de l'État islamique, qui a créé à la guerre civile en Syrie, et même chose en Irak et un peu partout. Alors, c'est clair que le Liban a absolument besoin, encore une fois, d'aide. C'est sûr, l'aide humanitaire, comme des organisations comme la Kenewa, sont importantes, mais c'est minime comparativement à ce que le Liban a besoin. Il faut garder ce rêve, il faut garder ce message en vie, absolument. Pour revenir justement sur la réponse de Kenewa après cette catastrophe au Liban, vous avez lancé une campagne pour récolter des fonds à destination du Liban. Où en est cette campagne? Comment est-ce que les choses se passent de votre côté? Oui, c'est une réponse exceptionnelle. Je dois admettre que les Canadiens et les Canadiens catholiques en particulier ont répondu de façon vraiment exceptionnelle. Dans une semaine, juste sur notre site web, on a recueilli 125 000 $. Ça, c'est pas sans compter les appels téléphoniques, le courrier et tout. Aux États-Unis, c'est presque un demi-million qui a été accumulé. Alors, à nos deux, on a presque 600 000 $ qui a été accumulé et ça ne fait que commencer. Évidemment, la première tâche pour nous, c'est de répondre à l'urgence immédiate. Mais déjà, dans notre budget 2019 et 2020, on avait déjà une programmation en place pour aider un grand nombre de Libanais qui avaient du travail, avaient des fonds, pouvaient survivre, mais qui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans ont perdu leur emploi à cause de la dévaluation de l'argent et du système bancaire, ont tout perdu. Alors, notre programmation de 2021 qui était planifiée était pour particulièrement aider les Libanais pour la création d'emplois, aider les plus démunis, et etc. On avait une panoplie de programmes, mais cette crise qui vient d'être accentuée par cette explosion insensée fait en sorte que toute cette problématique qui existait déjà au Liban fait en sorte que notre programmation doit être revue. Alors, c'est pour ça que l'aide actuelle que nous recevons va être une aide à plusieurs étapes. Urgence, ensuite, c'est vraiment la récupération, la reconstruction, et ensuite, à plus long terme, c'est d'accompagner toutes les familles qui risquent de prendre 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans pour se remettre sur pied et d'aider le Liban de cette façon avec toutes les communautés, les institutions chrétiennes sur place à pouvoir permettre à ces familles de vivre dans la dignité. Alors, c'est vraiment, en tout cas, moi, je remercie de tout mon cœur, tous les gens, la communauté libanaise aussi qui fait confiance à Kenewa. On a reçu beaucoup de dons de la communauté libanaise canadienne et ça se poursuit. Alors, un grand merci évidemment à tous ces gens-là et il faut continuer, il ne faut pas arrêter, il faut absolument continuer. Vous savez, c'est pas juste Kenewa, toute l'Église catholique canadienne s'est mobilisée. Alors, il y a plusieurs autres organismes catholiques qui aussi s'impliquent et font du travail exceptionnel. Et sachez que sur le terrain, les organismes comme Caritas, comme Kenewa, la Saint-Vincent-de-Paul et tous les autres, on collabore. Il y a des rencontres régulières de tout ce monde-là qui font en sorte que l'aide est coordonnée en collaboration.
Eh ben, bon courage pour la suite de votre mission. Merci beaucoup, Carl Etu, d'avoir témoigné aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur national au Canada de Kenewa, l'association catholique pour l'aide à l'Orient. Merci beaucoup, M. Bourgeois.